Bon, je vous présente tout de suite, cette chronique n'est pas labellisée Loyadan. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave, je suis désolée, mais le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Aidez-nous à continuer à vous informer à l'aube de 2027. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Et nous sommes le jeudi 21 mai et aujourd'hui on s'intéresse à une vidéo qui fait enfin réagir le monde entier. Free Palestine! Check it. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. עם ישראל חי. עם ישראל חי. כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Alors cette vidéo, elle a été postée sur les réseaux sociaux par Itamar Ben-Gvir, un suprémaciste juif ouvertement raciste et homophobe, et accessoirement le ministre de la Sécurité nationale et des prisons du gouvernement Netanyahou, avec le commentaire suivant « Bienvenue en Israël ». Alors c'est lui qu'on voit parader au milieu de l'image, au milieu surtout de centaines de prisonniers agenouillés, entravés et évidemment maltraités. Ce sont les 430 activistes kidnappés illégalement en mer alors qu'ils et elles participaient à une nouvelle flottille pour Gaza. Vous savez, ces missions maritimes visant à briser par la mer donc le blocus humanitaire imposé par Israël depuis 2007. Tout au long de la vidéo, on entend le ministre d'extrême droite commenter « Ils font moins les héros, ce sont des soutiens du terrorisme. Je dis au Premier ministre, laissez-moi les garder. » Le tout avec l'hymne national israélien en fond sonore. Alors habituellement, le sort de ces activistes pro-palestiniens des flottilles laisse relativement de marbre les autorités du monde entier, évidemment à quelques exceptions près, mais toutefois jamais assez pour réellement faire pression sur Israël, qui désormais fait sienne la spécialité de violer le droit international. Mais cette fois, miracle, la vidéo du ministre israélien a déclenché une vague d'indignation mondiale, même jusque dans les rangs de son propre gouvernement. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a accusé son collègue d'avoir sciemment nui à l'image du pays avec ce spectacle honteux, dit-il. Pour le Premier ministre, Benjamin Netanyahou en personne, de telles images ne sont, je cite, pas conformes avec les valeurs d'Israël. Mais attendez 2 secondes, il faut quand même que je vérifie un truc vite fait. André ? Ah, mais dis donc, toi, tu y as été à Ashdod, tout ça, là, tu connais un peu les arrestations musclées sur les flottilles. Ouais. C'était comment ? C'était si différent, là, des images ? Alors, je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des similitudes. Ouais, tu te reconnais un peu ? Ouais, un peu. Tu veux raconter un peu vite fait, là Il faut pas s'inquiéter, c'est avant tout du théâtre, c'est sûr qu'ils aiment beaucoup nous mettre en scène, et il faut aimer. Te faire tirer par les cheveux, exactement, peut-être un peu, exactement. Ok, bah écoute, c'était ce que je voulais vérifier, c'est important. Pas si différent. Salut André, merci. Bon, on a quand même contacté Claude Léostic, un membre de France-Palestine Solidarité qui coordonne la partie française de la flottille, pour avoir le cœur net. Ce qui est nouveau, c'est que cette fois, ils ne gardent pas nos camarades en prison. D'habitude, c'est la prison et ce sont des violences extrêmes. Et cette fois, ils les relâchent. Alors, les violences, il y en a eu, et l'abominable Ben-Gvir les a montrées. Mais ça n'est pas de la même nature que précédemment, où c'était dans des conditions de détention, sans nourriture, sans eau, avec le coup, avec y compris violence sexuelle, la privation de médicaments, de nourriture, etc. Donc on était très 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 inquiets à l'idée de ce qu'ils pouvaient avoir à supporter, encore à subir encore une fois cette violence. Donc on est un peu soulagés qu'ils soient déjà expulsés d'Israël et en route pour la Turquie.
La vidéo du ministre israélien n'a rien montré qui n'a pas été dénoncé, flottille après flottille, par les revenants et par les organisations. Mission après mission, les abus, les violences, les pressions psychologiques, voire même carrément des faits de torture et de barbarie, ont été rapportés. On est passé donc aux mains des policiers et là on se faisait soit tenir comme ça, entraîné vers une zone où on s'est retrouvés tous assis. Ben Gvir, le ministre de je ne sais plus quoi, israélien, a essayé de faire un discours devant nous en nous insultant, en nous traînant de terroristes. On lui a répondu par des Viva Palestine. Évidemment, après, on a tous été garrottés avec des serflex électriques dans le dos, au sol, assis au sol pendant des heures. Donc on a été vraiment humiliés et après, ça n'a plus cessé. Quand on y a embarqué dans les bus, après les formalités pour l'entrée à la prison, dans des bus où on est resté 3 heures, 3 heures dans un bus où ils ont réglé la clim à fond sur le froid. C'est assez salaud, hein, c'est une mode de torture. Et on est resté, moi j'avais qu'un t-shirt et un petit pantalon, et on est resté gelé pendant 3 heures. Et impossible de demander quoi que ce soit. On voit ni le chauffeur ni personne. Et c'est allé crescendo jusqu'à la prison, et inclus dans la prison où on a été traités comme des animaux. On a été humiliés. Mais je pense vraiment, vraiment que c'est rien par rapport à ce que vivent les prisonniers palestiniens. Et on rappelle quand même qu'en 2010, l'assaut illégal d'une flottille, une des premières par l'armée israélienne, a fait 9 morts et 28 blessés parmi les militants pro-palestiniens qui acheminaient donc, en tout cas qui tentaient d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. À l'époque, les réactions internationales avaient été quand même nombreuses et embarrassantes pour Israël, mais finalement sans réelles conséquences à long terme, puisque plus de 15 ans après, les abordages illégaux en eau internationale et les abus de pouvoir se poursuivent et ne font quasiment plus réagir dans l'immense majorité des cas. Mais pour une fois, on l'a dit, on passe pas loin de l'incident diplomatique avec cette vidéo d'Itamar Ben-Gvir, publiée hier, mercredi 20 mai. Cette fois, enfin, la vidéo choque le monde. En Europe particulièrement, mais pas seulement. Par exemple, le président sud-coréen a condamné une action totalement inacceptable de la part d'Israël. Le chef de la diplomatie espagnole a qualifié de monstrueux, honteux et inhumain le traitement réservé aux militants. La ministre irlandaise des Affaires étrangères s'est dite consternée et choquée par la vidéo. Le ministère portugais a quant à lui déclaré condamner la conduite intolérable du ministre israélien et le traitement infligé aux militants de la flottille. Même Giorgia Meloni, la première ministre italienne d'extrême droite, a exigé la libération immédiate de tous les citoyens italiens détenus et a réclamé des excuses de la part d'Israël. En France, on condamne également des agissements inadmissibles. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, s'est même carrément indigné sur X, ce qui est rare, du sort réservé aux participants de la flottille et a rappelé qu'ils devaient être traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais. Comme Meloni en Italie, il a convoqué l'ambassadeur d'Israël qui, pour la petite histoire, n'en a rien eu à faire parce qu'il a envoyé son adjoint comme un énième pied de nez au gouvernement français. À force, on va finir par croire qu'ils adorent ça. On notera toutefois que quand il est question de rencontrer Marine Le Pen, l'ambassadeur israélien en France, il assure le rendez-vous en personne. Mais ça, évidemment, ça doit être le fruit du hasard, on n'en doute pas. De toute façon, présent ou pas, il a déroulé le narratif dans les médias. Le problème, Ben-Gvir est très vite balayé. La vidéo ne serait qu'un exercice de communication qu'il qualifie d'insensé et à des fins électorales, puisqu'on le rappelle, des législatives anticipées se profilent en Israël. L'ambassadeur dit aussi que tout le monde l'a condamné au sommet de l'État. Donc bref, vous avez compris, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sujet. Et puis le reste de son temps de parole est consacré à décrédibiliser évidemment les militants pro-palestiniens qui eux aussi, selon ses dires, se livrent à un piètre exercice de communication et en la matière il sait de quoi il parle.
Que cette, je cite encore, énième tentative de provocation est sans aucun bénéfice pour la population palestinienne de Gaza et que tout le monde va bien, il s'en est lui-même assuré, les conditions de détention des détenus sont bonnes. Voilà, avec ça on a quand même de quoi être assuré. Et figurez-vous, je ne l'ai pas encore dit, en France, même Éric Zemmour, soutien pourtant indéfectible de la politique d'extrême droite israélienne, et pour cause, a condamné ces images. Mais alors, assistons-nous au grand éveil humaniste que nous espérions tous, enfin tous nous à gauche, humanistes évidemment. Est-ce que enfin le grand moment tant attendu est arrivé ? Ben non, évidemment que non. Ça fait quand même 3 ans bientôt qu'on assiste à un génocide en direct depuis nos téléphones, assis dans nos canapés. Personne réagit, surtout pas l'extrême droite occidentale qui soutient à plein tube la boucherie menée par ses camarades israéliens. Rendez-vous compte quand même que l'antisémitisme historique de ces personnes a réussi à être relégué au second plan tant leur haine des Arabes est grande. Enfin, je veux dire, dans ce contexte, nous ne l'aurons pas, quoi. Mais si les soutiens indéfectibles de tout poil d'ailleurs d'Israël accepte la folie messianique de Netanyahou, l'expansion coloniale illégale et la collection de crimes contre l'humanité de ce type et de ses sbires, il arrive quand même que parfois ça les embarrasse. Ils ont beau se décarcasser pour créer un terreau fertile, notamment en France, en attisant l'islamophobie et en criant à l'antisémitisme à la moindre critique de la politique israélienne, voire en allant jusqu'à légiférer, n'est-ce pas, à la loi Yadan. Certaines images sont quand même difficiles à contrer, surtout quand un membre du gouvernement s'y met sciemment en scène. Ça peut finir par gêner aux entournures. Alors attention, c'est quand même loin d'être une première pour Ben Gvir. Cette vidéo, le ministre, c'est un peu sa spécialité de se mettre en scène. Il adore débarquer en prison, terroriser les détenus palestiniens, les menacer de mort. Par exemple, lors d'une de ses descentes en prison en octobre 2025, il expliquait « On leur a tout pris, mais il reste une chose, la peine de mort ». Voilà, bon. Peine de mort qu'il a par ailleurs obtenue puisqu'elle a été votée à la Knesset récemment, uniquement d'ailleurs pour les prisonniers palestiniens. Et si le sujet vous intéresse, on en a plus longuement parlé dans un récap que je vous invite à voir ou à revoir. Bon, en gros, les horreurs du gouvernement israélien, ça passe crème, mais tant qu'elles restent un peu diluées dans le bris médiatique des mois d'images de Gaza, de civils massacrés, d'enfants brûlés vifs. Et le déni, tient encore debout en Occident, mais il suffit qu'un ministre fanfaronne un peu trop devant les caméras ou qu'une séquence devienne soudainement à buzz, impossible à relativiser, pour que d'un coup, certains découvrent le malaise de gré ou de force, comme quoi l'aveuglement volontaire a ses limites. Il supporte très bien l'horreur, beaucoup moins lorsqu'elle devient un petit peu trop explicite pour être maquillée ou ignorée. Et particulièrement pendant une période électorale, vous vous en doutez bien. Typiquement, c'est pratique pour un mec comme Zemmour. C'est un peu une opportunité aussi de communication, parce que, oui, ça lui permet de laisser croire qu'il y a une extrême droite plus extrême que lui. Ouais, c'est tout bénef pour lui. Alors que pourtant, on sait très bien que ces gens, tous autant qu'ils sont, obsédés par le suprémacisme, pétris de racisme, de xénophobie et de haine, ils sont tous faits dans le même moule, du même bois, qu'ils soient français, iraniens ou même israéliens. Ils sont tous de la même équipe, ils ne portent juste pas le même maillot, voilà. Et bref, tout ça, toutes ces réactions, parfois surprenantes venant de certains camps, on l'a dit, c'est avant tout de la politique. Et on écoute Claude Léostic à ce sujet. Mélanie, elle est un peu coincée entre son idéologie d'extrême droite, effectivement affirmée depuis 2 ans maintenant, et puis l'opinion publique italienne qui est très très favorable à la cause palestinienne. On l'a vu par exemple avec les dockers qui ont bloqué le port de Gênes à plusieurs reprises et qui ont menacé de bloquer tous les ports d'Europe si la répression sauvage continuait. Et puis la population italienne dans son ensemble est tout à fait favorable. On a vu des manifestations énormes à Rome et ailleurs, à Naples. Et je pense que coincée entre les deux extrêmes, elle s'est sentie tenue de... Et puis il y a quand même pas mal d'Italiens sur la flottille cette année. Elle s'est sentie tenue de prendre des positions beaucoup plus radicales que ce qu'elle fait d'habitude. On s'en félicite. Au niveau de la France, M. Barrot a fait des déclarations extrêmement ambiguës parce que
il condamne, c'est même pas tant qu'il condamne la violence, mais il condamne la publication de cette violence. Par contre, il continue à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait d'envoyer des flottilles, sachant pourtant que c'est la seule façon de tenter de briser le blocus. Reste que les détenus français de la flottille, ils sont en cours de déportation vers la Turquie alors qu'ils pourront ensuite rentrer en France, et c'est le plus important évidemment. Des suites judiciaires vont être données par les organisations qui espèrent obtenir des sanctions contre Israël pour ces violations répétées du droit international, et évidemment avec pour objectif ultime de parvenir in fine à la levée du blocus à Gaza. Il faut quand même rappeler que le moindre sursaut international tel que celui qu'on connaît aujourd'hui contre la politique d'Israël reste bon à prendre dans un océan d'indifférence tel qu'on le subit et qu'on le connaît depuis des années. Évidemment, c'est largement insuffisant face à l'urgence du peuple palestinien et à l'ampleur de l'injustice, mais chaque prise de position, chaque indignation publique, chaque fissure dans le silence compte. À force d'accumulation, il y a au moins l'espoir que ça finisse par déboucher sur de vraies sanctions internationales courageuses pour enfin mettre fin à l'horreur ou au moins calmer Israël. Il est bon de préciser que le traitement, aussi indigne soit-il, que reçoivent les prisonniers des flottilles étrangers donc n'est rien en comparaison avec celui réservé aux prisonniers palestiniens qui croupissent dans les prisons israéliennes où ils sont torturés physiquement à longueur de mois et d'années, brisés psychologiquement et déshumanisés par leurs geôliers. La vidéo d'Itamar Ben-Gvir visait évidemment à dissuader de nouveaux militants étrangers d'embarquer sur ces flottilles, de leur faire peur pour casser l'incroyable détermination citoyenne mondiale qui voit se succéder mois après mois ces convois maritimes malgré les risques que ça présente individuellement et collectivement. Les prisonniers des flottilles sont, on l'a dit, des détenus étrangers. Israël ne peut donc pas faire n'importe quoi, du moins pas avec tout le monde. Des différences de traitement ont été largement rapportées selon la couleur des passeports et la couleur de peau, forcément, on ne se refait pas. On ne prend pas le même risque lorsqu'on embarque sur une flottille en étant un citoyen français, par exemple, ou algérien, encore un autre exemple, un pays arabe qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et qui donc ne dispose d'aucune relation diplomatique officielle avec Tel Aviv. Alors grand respect à tous ces courageux citoyens qui luttent et refusent d'accepter l'inacceptable, même si à ce jour aucune flottille n'est parvenue jusqu'aux rives de la Palestine. Ils et elles ont fait plus que tous les dirigeants de ce monde réunis. Et on le rappelle, notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média, le premier média télé indé de France. Il ne peut quand même pas disparaître avant 2027. Aidez-nous, c'est à partir de 5 € par mois et défiscalisable. Rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble des sujets, des coulisses de l'émission, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Hier, plusieurs associations ont saisi le tribunal administratif de Paris pour attaquer l'État en justice pour son inaction dans la lutte contre les polluants éternels, les fameux PFAS. Les ONG Notre Affaire à tous, Bloom Génération Future et 6 riverains de sites contaminés par les PFAS dénoncent l'inaction des pouvoirs publics dans la lutte contre ces molécules chimiques largement utilisées dans l'industrie. Aujourd'hui, on retrouve ces PFAS partout, dans l'eau potable, dans l'alimentation, mais aussi dans l'air, un préjudice écologique selon les associations, mais également d'anxiété pour les riverains des zones contaminées, alors que de nombreuses études pointent les effets sur la santé, notamment des risques cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et des cancers. Cette démarche en justice vise aussi à faire pression sur l'État pour mettre en œuvre le principe pollueur-payeur. Cette taxe pour les industriels permettrait de financer le coût de la dépollution retardée par le gouvernement sous la pression des lobbies. Selon une autre enquête du Forever Pollution Project, le coût nécessaire à la dépollution des eaux européennes, déjà contaminées par les polluants éternels, s'élèverait à 100 milliards d'euros par an, et ce, à perpétuité. Pour l'instant, le coût de ces contaminations est supporté par les collectivités, les Français et le système de santé.
Hier soir, devant les locaux de Lagardère News, filiale du groupe Bolloré, des militants d'Action Justice Climat se sont rassemblés pour dénoncer les monopoles médiatiques et les discours racistes omniprésents dans les médias. Dans la soirée, des militants ont ciblé donc CNews, que l'organisation désigne comme principal outil de propagande, et ont déployé une banderole et projeté un message sur les murs du bâtiment. L'organisation dénonce la ligne éditoriale raciste et toujours plus subversive de la chaîne, ainsi que la polarisation extrême du débat public qu'elle provoque. On écoute Arnaud Courtecuisse, porte-parole d'Action Justice Climat à ce sujet. Pour nous, CNews, c'est l'exemple parfait de comment on détourne un bien public au service d'une idéologie toxique. Cette idéologie, aujourd'hui, elle est normalisée dans les médias. Cette normalisation, en fait, c'est le résultat de l'absence de pluralisme, et c'est pour ça qu'on dénonce CNews en particulier, parce que CNews l'a montré, il respecte à peine le pluralisme. Quand il le respecte, c'est en contournant les règles. Action Justice Climat dénonce par ailleurs le manque de sanctions significatives prises par l'Arcom, malgré les nombreuses infractions racistes, notamment constatées par la chaîne. Pour rappel, CNews a été sanctionné économiquement à 26 reprises depuis sa création. Mercredi 20 mai, le Parlement a définitivement approuvé l'élargissement du corps électoral pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. À moins de 6 semaines de ce scrutin crucial, la proposition de loi organique ouvre le corps électoral à quelques 10 500 personnes nées sur l'archipel depuis l'accord de Nouméa en 1998. Jusqu'ici, ces citoyens pouvaient voter seulement au référendum, mais pas au provincial. Le camp gouvernemental, l'Alliance Rassemblement national, Union des droites pour la République et le Parti socialiste ont largement voté pour. Les insoumis, les écologistes et les communistes s'y sont en revanche opposés. Pour autant, l'Assemblée nationale a rejeté à une seule voix près un amendement gouvernemental visant à étendre le droit de vote aux conjoints-conjointes d'électeurs résidant depuis au moins 5 ans en Kanaki. Les jours précédents, le texte avait déjà été voté par la droite anti-indépendantiste du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS y est opposé en ces termes. Cette loi fait craindre aux indépendantistes une dilution du vote kanak. Les élections provinciales qui se tiennent à un seul tour vont déterminer les équilibres politiques en Kanaki-Nouvelle-Calédonie dans les 3 provinces, au sud, au nord et les îles Loyauté. Chacune de ces assemblées envoie ensuite les élus au Congrès qui représentent le pouvoir législatif de l'archipel. Les États-Unis ont annoncé mercredi lancer des poursuites pénales contre l'ex-président cubain Raúl Castro pour complot en vue d'assassiner des Américains. L'affaire remonte en fait à 1996. À l'époque, des chasseurs de l'armée de l'air cubaine avaient abattu 2 avions civils américains pilotés par des opposants au président Fidel Castro. Washington soutient que l'attaque a eu lieu dans les eaux internationales, tandis que La Havane affirme avoir agi en légitime défense dans ses eaux territoriales. 30 ans plus tard, la justice américaine tient Raúl Castro pour responsable de cette opération. Il était alors ministre de la Défense. Il est aujourd'hui poursuivi pour 4 chefs d'accusation distinctes de meurtre et pour complot en vue d'assassiner des ressortissants américains. Ces accusations interviennent dans un contexte de forte tension entre l'administration américaine et le gouvernement communiste de Cuba. Après avoir capturé en janvier le président vénézuélien Nicolás Maduro, en détention désormais aux États-Unis, l'administration Trump s'emploie à mettre une pression maximale sur Cuba dans l'espoir d'un changement de régime dans l'île située à quelques 145 km seulement des côtes de la Floride. Sous blocus pétrolier américain depuis janvier, La Havane subit une crise économique et énergétique majeure, avec notamment de nombreuses coupures d'électricité. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Rendez-vous sur capsurdicap.lemediatv.fr pour nous sauver. Devenez un de nos 10 000 donateurs mensuels avant le 31 juillet. Je ne vous dirai jamais à quel point c'est important. Merci beaucoup et très bonne soirée sur Le Média.